Une de mes activités préférées, c'est d'essayer d'automatiser mon travail. Et pour ça, un de mes outils préférés, c'est N8N. Bien que ce soit un excellent outil qui s'améliore constamment, je suis toujours frustré et convaincu qu'on peut faire mieux. Alors, je passe des heures à monitorer tous les nouveaux outils d'automatisation qui sortent constamment. Et parmi cette liste, il y en a un qui a récemment attiré mon attention. Ça s'appelle Gumloop et, comme d'habitude, ils vous promettent de gagner beaucoup de temps. Moi, je suis sceptique. Alors, je fais un test, je connecte 3 blocs entre eux et je pète mon crâne. Je pète mon crâne car, en quelques heures, j'arrive à des résultats qui m'auraient paru impossibles et réservés à des agences de dev, sans planter et sans y passer des heures. Alors attention, je précise tout de suite, Gumloop ne sponsorise pas cette vidéo, je suis juste un passionné de la question et il y a encore plein de problèmes dans leur solution. Mais l'approche de cette petite équipe à San Francisco m'a vraiment plu et j'avais juste très envie de vous la montrer. Alors aujourd'hui, on reçoit Aaron qui va nous expliquer comment ils ont réussi à rendre l'automatisation vraiment accessible, même pour les non-initiés. Mais juste avant d'en parler, j'ai un message pour tous ceux qui cherchent un nom de domaine. Infomaniac, qui sponsorise cette vidéo, propose des noms de domaine avec des tarifs stables. Vous savez, ces offres à 3 € la première année qui explosent ensuite. Et bien ici, pas de piège. Et ce qui est fou, c'est qu'avec chaque domaine, vous aurez une adresse mail avec 20 Go et un accès gratuit à K-Suite. Ça inclut 200 utilisateurs avec 15 Go de cloud. Bref, c'est parfait pour lancer sa startup sans rien payer en plus. Vous avez aussi le DIN DNS inclus qui vous permet de connecter votre NAS. Et l'interface est hyper intuitive. Et avec le code MICODE80, vous avez moins 80% si vous choisissez K-Suite standard jusqu'à 10 utilisateurs. Je vous mets le lien en description et on reprend. Est-ce que toi, tu peux nous raconter un petit peu d'où tu viens justement dans le no-code et pourquoi ça t'a séduit de rentrer chez Gumloop? Ouais, donc moi, utilisateur de Zapier, Make, depuis 10 ans. Je me rappelle la première fois que j'ai utilisé Zapier, j'étais comme, wow, j'ai un pouvoir maintenant. Je peux passer des informations du point A au point B. Et en fait, comment je suis venu à Gumloop, c'est que j'étais chez Webflow et mon ancienne patronne, Emily, se levait le matin, allait sur Reddit et me disait on a 5 plaintes sur Reddit. Est-ce que tu peux t'en occuper? J'étais partie de l'équipe de communauté. Et je disais, Emily, on a 5 plaintes sur Reddit, mais probablement 400 sur Twitter auxquelles on ne répond pas. Parce que je suis pas capable d'identifier auxquelles on doit répondre et auxquelles je peux laisser passer. C'est des gens qui disent j'adore Webflow. Bon, on fait rien avec ceux-là. Et donc là, quelqu'un m'a parlé de Gumloop. J'ai dit peut-être qu'on pourrait passer chaque message à l'IA et dire est-ce que je dois répondre? Est-ce qu'un humain doit intervenir? Est-ce que c'est une question ou c'est juste quelqu'un qui est content avec notre. Et en 30 minutes, j'ai été capable de créer une automatisation qui prenait chaque message, Reddit, Twitter, LinkedIn, et disait est-ce qu'un humain doit répondre? Et ensuite, on s'est dit est-ce qu'on pourrait écrire des rapports? Est-ce qu'on pourrait dire à chaque semaine voici ce que les gens ont dit à propos de nous en ligne? Ensuite, on avait une base de données de tous les messages qu'on a reçus et on peut voir qui interagit avec nous, qui interagit pas avec nous. Et tout ça grâce à un outil qui me permettait de le faire en 30-45 minutes. Plutôt que de théoriser, est-ce qu'on ne regarderait pas des exemples concrets bien sûr. À quoi ça ressemble? Donc, Gumloop, c'est un outil d'automation où on ajoute des nodes. Et ça, chacun représente une étape de l'automatisation. Donc, à la base, ici, on va dire, quel hashtag est-ce qu'on veut monitorer sur TikTok? Déjà, ce qui est intéressant, c'est que ça ressemble à un formulaire, c'est-à-dire que c'est joli. Oui, on peut même l'ouvrir, on peut le rouler d'ici. On peut dire Gumloop et Aaron à gumloop.com et je vais le rouler. Ensuite, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher tous les TikTok qui parlent de Gumloop. Donc là, tu as tes entrées qui arrivent dans un nœud. Alors juste pour bien comprendre, le nœud en question, il correspond à une intégration. Est-ce que c'est comme dans Zapier où vous avez dû vous intégrer avec plein de services, c'est ça? Exact. Donc ici, on peut voir à gauche notre librairie d'intégration. Quand on montre les intégrations, tout ce qu'on fait ici est inclus dans ce que tu payes pour Gumloop. Zendesk, YouTube, Google Meet, Jira, Instagram, tous les outils qu'on utilise à tous les jours. Et on a aussi dû aller chercher des données externes. Donc, faire du website scraping, aller faire du enrichment avec Apollo, aller comprendre un peu nos utilisateurs. Et on a plusieurs types de nœuds. Donc là, typiquement, vous avez développé des intégrations avec TikTok. Oui, exactement. Donc, ici, ce qu'on dit, c'est qu'on va aller chercher le hashtag que l'utilisateur rentre. On va aller chercher les 10 résultats les plus récents.
on va les scraper, on va comprendre qu'est-ce que ces gens-là disent à propos du hashtag. On va revenir avec c'est qui le créateur, combien de likes. Et ensuite, c'est là, on va analyser chacune des vidéos avec l'IA. Attends, là, quoi? Mon cerveau d'ingénieur voit 12 problèmes avec la phrase que tu viens de dire, tu sais. Ouais. Donc déjà, récupérer des vidéos de TikTok en grande quantité et les analyser avec l'IA. On vit dans un nouveau monde. Qu'est-ce qui se passe? Un des outputs du TikTok, c'est le lien downloadé du TikTok en tant que tel. Et ensuite, on le passe à l'IA. Donc, on a un prompt qui dit « Explain what this TikTok is about ». Donc, ça va faire un petit résumé. Et ensuite, on va prendre tous ces résumés-là. On voit que c'est en loop mode. Donc, ça va analyser chacune des vidéos. Et le output, c'est le texte. C'est un peu ce que l'IA a analysé. Et on va prendre tout ça ensemble. Ici, là, c'est un peu de formatage. Et on va demander à l'IA, une fois de plus, de nous écrire un rapport basé sur les analyses de chacune des vidéos. Ressort des trends, parle-moi un peu de qu'est-ce que les gens disent de positif, de négatif. Et on passe aussi toutes les données. Le nombre de likes, le nombre de reshares, qu'est-ce qu'on doit comprendre. Et on demande même à l'IA de nous écrire un rapport avec un format spécifique. Envoie-moi un mail HTML avec un certain formatage. Pour qu'il soit joli. Oui, exact. Donc, je peux te montrer un exemple. Ça ressemble ici. C'est hallucinant. Vraiment. L'IA est exceptionnelle à formater des mails. Compresser de la donnée de manière propre, synthétique. Exact. C'est hallucinant. Donc, ça, c'est automatisé. Donc là, on peut même le dire. À chaque vendredi, je veux recevoir ce rapport. Je pense que peut-être certains se rendraient pas forcément compte à quel point c'est fou. Si tu dézoomes, t'as 4 pauvres blocs connectés entre eux et ton résultat, c'est une analyse approfondie de ce qui se dit sur ta marque, sur de la vidéo en plus. C'est-à-dire que si tu réfléchis à justement, entre guillemets, dans l'ancienne manière de fonctionner, comment tu ferais d'un point de vue de l'ingénierie? C'est un casse-tête sans nom. Ouais. Et si je peux te montrer quelque chose que je pense que là, je l'avais pas préparé, mais je suis très confiant que ça va fonctionner. On a récemment lancé l'IA, pas juste dans tous nos workflows, pas mal utilise l'IA, mais de pouvoir demander à l'IA, nous on a Gummy, qui est notre agent, qui peut créer des workflows. Et pour quelqu'un qui comprend, qui dit moi, je comprends pas l'automatisation, Gummy à la fois peut créer le workflow et enseigner un peu comment le workflow fonctionne. Donc je veux dire, given a YouTube link URL, transcribe the video and draft a blog post into Google Docs. Donc là, Gummy comprend c'est quoi Gumloop naturellement et il va commencer à nous donner un plan. Receive YouTube URL, extract video, transcribe, draft blog post, create Google Doc. En gros, il a interprété ta demande et il comprend directement quel bloc il faut agencer et surtout quelle connexion faire entre eux, c'est ça? Ouais. Et même écrire les prompts. Et voilà, donc là, on a input, YouTube transcript. C'est un de nos nœuds que tu peux ajouter pour aller chercher une vidéo YouTube. Voilà, connect, passe les données. C'est assez... Il y a 2 mois, c'est fou. Ouais, c'est assez hypnotisant, regardez. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs approches du futur de l'automatisation avec de l'IA. Il y a des services qui travaillent vraiment sur des interfaces logiques nodales qui discutent entre elles, qui sont assistés avec des agents de création. Il y en a qui vont aller très très loin dans la direction IA justement et qui vont imaginer qu'en fait dans le futur il y aura même plus des systèmes de nœuds comme ça, mais vraiment ce sera juste des agents qui vont eux-mêmes décider de la logique des choses. Ouais. J'ai l'impression que vous êtes entre deux. Vous êtes ni très optimiste sur le futur des modèles et en même temps très avancé par rapport à des N8N ou des Zapier. Comment tu nous décrirais cette philosophie? Nous, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a un fort désir de simplement dire à l'IA quoi faire et d'aller le faire. Et qu'elle le fasse. Ouais, voilà. En pratique, les choses sont plus compliquées. Il y a certains moments où est-ce que tu veux vouloir trier mes mails. Mais il y a d'autres moments de dire mais si c'est un mail d'un employé ou d'un client qui a un contrat, j'ai besoin de suivre des étapes spécifiques. Et à ce moment-là, c'est là que l'IA dit j'ai pris tes PDF, je l'ai mis dans Google Drive, et tu dis mais c'est pas tout à fait ce que je voulais. Donc là, ça devient beaucoup de travail. Donc pour nous,
par l'historique de Gumloop et où est-ce qu'on s'en va. Nous, on a commencé par pas le plus difficile, mais le plus, c'est-à-dire les étapes sont suivies. On sait qu'est-ce que le workflow va faire et on s'en va de plus en plus vers l'IA qui contrôle un peu comment ton workflow fonctionne. Donc, un bon exemple, on a ajouté un nœud qui s'appelle Router, où est-ce que l'IA décide de la prochaine étape. Donc, par exemple, c'est très souvent dans des Slackbots. Un Slackbot qui dit « J'ai une question par rapport à un document. » Ah, ça, quand on a une question par rapport à un document, on va utiliser ce workflow A. Ah, par contre, si c'est une recherche par rapport à un utilisateur, on va utiliser le workflow B. Et c'est l'IA qui décide c'est quoi la bonne prochaine étape, mais une fois décidé, c'est linéaire. C'est-à-dire que c'est déterministe. C'est dans un environnement beaucoup plus contrôlé. Intéressant. Exact. Je trouverais ça intéressant de s'attarder un peu sur la manière justement dont on construit un outil comme vous le faites et des décisions qui sont assez audacieuses, je trouve, et qui dans les faits marchent plutôt bien, je trouve. Donc typiquement, le premier truc dont je voulais parler, c'est l'idée que quand tu construis une automatisation, tu es très vite poussé à la réutiliser. En tant que développeur, c'est un truc qui a toujours été frustrant dans la plupart des autres outils historiques, c'est qu'ils n'étaient pas conçus d'entrée de jeu pour te faire réutiliser ton travail. Ouais, ça c'est les subflows quand toi tu parles, hein, les subflows. Donc, on va en créer un simple. Ce qu'on veut, c'est que quelqu'un nous donne une adresse mail dans Slack. On va aller faire des recherches sur c'est qui ce client-là. Ensuite, on va aller lire dans HubSpot tous les tickets, là, les support tickets, comprendre un peu c'est quoi les interactions qu'on a eues avec ce client-là. On va générer un rapport, un rapport court. Et ensuite, on va amener ce rapport-là dans Slack pour que n'importe qui puisse dire est-ce que je peux avoir un rapport à propos de Bill Gates? On va le connecter à notre calendrier pour qu'à tous les matins, on reçoit un rapport sur tous les clients auxquels on parle aujourd'hui. Et on va créer une interface où est-ce que n'importe qui dans la boîte peut rentrer un mail et qu'on va aller faire ce rapport-là. Donc ça, c'est un peu ce que tu disais au début, de dire, OK, est-ce qu'on peut créer une automatisation qui crée le rapport et ensuite amener ce rapport-là dans différentes places que notre boîte utilise pour travailler. Donc là, dans Slack, on reçoit un message. Ensuite, on a un agent qui se pose la question, est-ce que c'est une question à propos d'un rapport? Si oui, trouve le mail et roule le rapport, formate le rapport, renvoie-le dans Slack. Si ce n'est pas un rapport, on ne fait rien. C'est OK. Donc là, ce qu'on voit, c'est le routeur en haut, là, ici, qui te fait tes deux scénarios, ça? Exact. Et ici, le research flow, c'est ça ici. On va prendre, c'est le subflow. On prend le mail, on fait une petite recherche sur la compagnie. Avec Perplexity, on va chercher leur site web. On va dans HubSpot aller chercher tous leurs support tickets. On utilise l'IA pour nous écrire notre rapport. On retourne le rapport. Je veux dire, can I get a report? Là, moi, je mets tout le temps Sam Altman test parce que j'ai envoyé des mails à Sam Altman par erreur. Et une fois, il a dit non à un de mes meetings. J'ai dit, OK, non, mais lui, il y a des chances que je le rencontre dans la rue. Il va se dire, t'es chiant. Hein. Et on a notre rapport sur Très cool. Sam dans Slack. Et c'est la démonstration de ce dont je parlais, la question de la réutilisation. C'est que Exact. J'ai l'impression que souvent dans la manière dont tu es censé développer quelque chose dans Gumloop, c'est d'abord tu traites le cas où il y a un seul item, tu gères un message ou un mail ou un document, ouais. Tu crées toute l'automatisation en question et en fait tu peux l'intégrer dans un subflow comme vous dites, donc ouais. une fonction qui elle peut être déclenchée sur des milliers d'items en fait. Exact. Et de plusieurs places. Et c'est puissant parce que j'ai fait un essai, par exemple, avec la boîte mail de la boîte. Donc, comme tu t'en doutes, on a une chaîne YouTube plutôt exposée. Et donc, notre boîte mail, c'est le chaos. On a vraiment des centaines de mails tous les jours, toutes les semaines. Et malheureusement, la réalité, c'est que du coup, on ne sait pas bien prioriser. Il y a des mails qui sont pas urgents, voire qu'il faudrait pas traiter, et d'autres, pour le coup, qu'on va rater dans la masse, quoi. Donc, c'est un vrai problème pour nous. Et toutes les tentatives que j'avais fait initialement, d'essayer d'automatiser ces choses-là, se heurtaient souvent à des problèmes de passage à l'échelle. Où en fait, ouais. OK, tu fais ta petite démonstration sur 10 mails, ça fonctionne. Mais la réalité, c'est que si tu veux passer à l'échelle et que tu commences à avoir beaucoup de volume, tu vas te prendre des problèmes avec l'API de Gmail, ouais. T'as pas assez de quotas ou je sais pas quoi. Tu dois toi-même intégrer de la logique de délai ouais. pour éviter de
de casser l'API en fait. Et je me suis très vite heurté à des problèmes. J'ai testé la même chose dans Gumloop. Donc j'ai vraiment connecté tous les mails de la boîte, fait un système justement de routage comme tu as montré là à l'instant. Je les run sur toute la boîte mail. Donc je pense des dizaines de milliers de mails. Et le truc s'est passé mais nickel quoi. Est-ce que ce que moi je te fais comme retour là de premier utilisateur, c'est un truc que vous entendez régulièrement sur entre guillemets les avantages de cette approche-là par rapport à d'autres solutions qui existent déjà? Oui, souvent, même chez Airtable, je vois le même tendance un peu ou le même pattern pour utiliser un mot anglais, c'est que les utilisateurs disent « je comprends rien, c'est de la merde » et après 2 heures ou avec un tout petit peu d'effort, disent je peux plus m'en passer. Et donc, moi, beaucoup de mon travail, c'est de comment j'amène ce concept-là pour que n'importe qui puisse le comprendre. Et heureusement, Gummy m'aide énormément. Ouais. En fait, tu t'as pas fait exprès, mais tu te transformes un peu en prof de programmation parce que derrière, ce que tu apprends, c'est des concepts, les bonnes pratiques en réalité de comment on crée du logiciel. Et c'est ce qu'on reproche pas mal aussi parfois au no-code en général, peut-être à juste au mauvais titre, mais c'est que ça donne l'illusion potentiellement qu'il n'y a pas besoin de compétences maintenant pour automatiser. Or, c'est pas vrai. Je suis 100% d'accord avec toi. Je pense que cette idée que les gens qui créent des systèmes extrêmement compliqués qui, à certains moments, sont essentiels pour leur boîte, alors qu'ils sont non développeurs, c'est un talent. Nous, on a un vendeur chez une immense boîte qui dit moi, j'ai assez vendu pour tout le trimestre, le premier mois. Donc, il a passé les 4 prochaines semaines à identifier tous les workflows, tous les trucs chiants dans sa job. Et les workflows que ce gars-là a créés, quand les autres ont vu ce que lui faisait, la boîte a dit non, tout le monde doit avoir accès à ça. Et donc, lui, maintenant, son rôle, on l'a engagé, en fait, ce gars-là. Est-ce qu'on peut. C'est pas un secret où est-ce qu'il bossait, ce gars? Shopify. Ouais, c'est ça. C'est ce que j'ai compris. Il paraît qu'il était Shopify, qui est une plateforme d'e-commerce gigantesque. Il paraît qu'il utilisait 1 million de crédits par jour. Oui, pas loin. Hein. Peut-être pas, on va le dire. Beaucoup de crédits. Je veux dire que c'est un chiffre exact, beaucoup de crédits. Mais pour donner un élément dans le sens de ce que tu viens de dire, j'ai comparé typiquement le nombre de nœuds qui étaient nécessaires dans Gumloop par rapport à d'autres outils de no-code pour faire la même action. Ouais. Et c'est ça qu'il faut voir comme nuance, c'est que tous les nœuds ne sont pas équivalents. Et donc typiquement, un exemple parlant, je trouve, c'est le nœud extraction de données du web. Je ne sais plus comment il s'appelle exactement. Oui, le AI Web Research. Ça. Un de mes. Ça, c'est fou, ça. C'est fou. Est-ce que tu veux expliquer comment ça marche et combien de nœuds il faudrait normalement pour le faire, tu vois? Donc, j'aime le positionner à l'inverse des modèles d'IA qu'on connaît. Donc, comment OpenAI fonctionne, comment ChatGPT fonctionne, c'est qu'il y a un training, il y a une date à laquelle il n'y a plus de données. Et si le modèle reconnaît que c'est peut-être des données plus récentes que tu as besoin, il va aller faire un web search. AI Web Research, c'est l'inverse. Assume que tu veux toujours des données en date d'aujourd'hui et va faire le tour du web pour essayer de trouver les données que tu cherches. Nous, je sais qu'en ce moment, on cherche à recruter des développeurs en Rust. Est-ce que tu pourrais faire un nœud qui, avec l'identifiant GitHub d'un candidat, va extraire des informations? Ouais. Donc là, ce que ce nœud-là fait, c'est que tu mets un prompt qui dit « Moi, je vais te donner, I'll give you a username. So, given a GitHub username, return their personal site, their email, their LinkedIn. » Voilà, faisons ça. Et là, on va dire « Generate inputs and outputs. » Ça veut dire, basé sur mon prompt, identifie ce que moi, je vais te donner venant du reste de mon flow et identifie les outputs. Donc là, ça veut dire « OK, moi, ce que je comprends, c'est que tu vas me donner un GitHub username et je vais retourner le personal site URL, email, LinkedIn URL. » On peut imaginer justement que là, on va le faire pour une personne, mais que ce sera possible facilement de passer à l'échelle. C'est ça qui est fou. Ouais. Voilà. Ça a fonctionné. Donc là, je ne vais pas montrer le mail. Je ne vais pas le montrer, mais ça a trouvé le mail, le LinkedIn, où ça l'a trouvé. Et si on a un modèle plus avancé, ça va donner un niveau de confiance, le lien de leur site personnel. Et donc maintenant, on peut faire des workflows beaucoup plus compliqués. On peut mettre un GitHub repo, trouver les contributeurs, trouver leur mail, être prêt. On a même nous, je pense que notre CEO utilise ça, et l'IA qui détermine s'il serait intéressé
à se joindre basé sur leur expérience sur une compagnie comme la nôtre. Est-ce qu'ils travaillent chez Facebook? C'est probablement pas un bon fit. Donc, on peut créer des workflows beaucoup, beaucoup plus complexes. Parce que, justement, pour quelqu'un qui a déjà utilisé ChatGPT, il se dit, bah oui, mais la recherche web, je l'ai. Je sais déjà que l'IA, elle est branchée au web. Mais là, ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est la structure. C'est-à-dire que l'IA au milieu a une capacité d'exploration du web, mais tes entrées, elles sont définies, structurées une fois pour toutes. Donc là, c'est par exemple un username, voilà. Et tes sorties aussi, elles sont définies, prédictibles. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que elles sont adaptées à être utilisées ensuite. Donc, tu peux imaginer les brancher sur un Google Sheet ou déclencher le fait qu'on prépare un mail pour peut-être en démarcher certains. Et moi, je pensais que c'était important d'en parler parce que justement, on n'est pas en train de réinventer complètement la manière dont on automatise les choses. Mais il suffit que tu passes de 16 étapes à 5 étapes. Et là, d'un coup, tu vas avoir beaucoup plus envie de le faire et naturellement, tu vas même être un peu addict, je pense. Et te mettre à vouloir tout automatiser. Vraiment. Et dans l'automation en général. Donc, nous, je pense que oui, on essaie que notre marketing reflète vraiment ce qui est possible. Donc, on ne va pas dire AI employee. On ne parle pas beaucoup d'agents. On parle de workflow agentique parce que ce n'est pas un agent aujourd'hui. Et on va peu à peu, et je dirais dans le prochain mois, tu vas voir des workflows agentiques. Ou est-ce que ça va être un agent qui a accès à des outils et à des workflows et qu'on peut configurer pour dire dans ces instances-ci, utilise ce workflow-là, voici ce que je veux que tu accomplis, voici les choses aux quoi tu as accès, workflow, outils. Le fameux hybride entre les deux mondes, en fait. Ouais, je pense que c'est là qu'on voit la valeur avec les entreprises. Hâte de voir ça. Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous n'avez toujours pas vu notre interview de Arthur Mensch, le CEO de Mistral, je peux que vous conseiller très vivement d'aller la voir. Elle est loin d'être obsolète puisqu'on revient sur l'origine de la boîte et comment ils s'y sont pris pour choquer le monde entier avec leur premier modèle. C'était dans cette vidéo.